Dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche fait une déclaration aussi provocante qu'intrigante. Seuls les faibles ont recours aux arguments. À première vue, cela peut sembler étrange, surtout venant d'un philosophe, n'est-ce pas? Mais explorons ce qu'il voulait dire par là. Pour Nietzsche, la dialectique, et même la raison, sont des concepts à prendre avec une extrême prudence. Sa méfiance profonde envers ces outils philosophiques remonte directement à la figure de Socrate et à l'impact qu'il a eu sur la culture grecque. Imaginez un monde où l'action primait sur la réflexion, où les hommes vivaient avec courage et instinct, sans ressentir le besoin de justifier leurs moindres faits et gestes. Avant Socrate, c'était ainsi que fonctionnait la civilisation grecque. Les héros, les guerriers, les dirigeants prenaient des décisions spontanées, comme on respire, sans hésitation ni justification. Mais un bouleversement s'est produit. Un séisme a ébranlé cet équilibre ancestral quand Socrate a instauré la tyrannie de la raison. Avec son tempérament interrogatif et son inlassable habitude de poser des questions dérangeantes, il a remis en cause les certitudes de son époque. Il arpentait les rues d'Athènes, abordant aussi bien les citoyens ordinaires que les politiciens et les généraux. Son objectif? Déstabiliser leurs convictions profondes en les forçant à tout justifier. Les grandes figures de la société athénienne, qui jusque-là vivaient et agissaient en suivant leur intuition et leurs instincts, se sont retrouvées contraintes d'expliquer chaque décision. Dans ces dialogues, Socrate semblait toujours prendre l'avantage, mais pour Nietzsche, cette victoire était illusoire. Car selon lui, Socrate ne cherchait pas la vérité, il cherchait à démanteler. Dans ses mains, la raison n'était pas un outil de création, mais une arme de destruction. En instaurant le doute comme une posture permanente et en exigeant que tout soit justifié et prouvé, Socrate a enfermé la culture grecque dans un labyrinthe sans fin, remplaçant la confiance et la spontanéité par l'hésitation et l'intellectualisation excessive. Ce qui était autrefois une force instinctive et assurée s'est transformé en un processus sans fin d'analyse et de remise en question. Pour Nietzsche, cette obsession pour la rationalisation est une négation des instincts, une dévalorisation de ce qui est naturel et vital. Il compare cela à un guerrier en plein combat qui, au lieu de réagir immédiatement, hésite, se demandant si frapper son adversaire est moralement acceptable. Pendant qu'il réfléchit, son ennemi attaque sans pitié, et c'est cette hésitation qui le condamne. Socrate, selon Nietzsche, a introduit cette paralysie existentielle au cœur même de la civilisation grecque. Et aujourd'hui, cette influence est encore bien présente. Dans notre monde moderne, combien de fois nous retrouvons-nous incapables de prendre une décision, submergés par trop d'analyse, trop d'incertitude? L'excès de rationalisation hérité de Socrate est devenu un problème évident, y compris du point de vue des neurosciences. En effet, son opposé, l'intuition, s'avère être beaucoup plus efficace dans la plupart des décisions quotidiennes. Loin d'être une croyance mystique, l'intuition est un processus cognitif complexe, bien documenté scientifiquement. Elle repose sur le traitement inconscient d'une immense quantité d'informations que notre raison ne pourrait jamais analyser consciemment en temps réel. Mais que se passe-t-il quand nous essayons d'appliquer une logique socratique à ce mécanisme puissant? Nous bloquons son fonctionnement naturel. Nous nous retrouvons piégés dans des questionnements incessants, paralysés par la nécessité de tout justifier, comme si chaque choix devait être validé par la raison avant d'être entrepris. Mais pour les Grecs présocratiques, cette surrationalisation n'était pas un problème. Avant l'avènement de la dialectique socratique, le pouvoir et la prise de décision étaient exercés de manière directe, sans détour ni justifications inutiles. Un exemple frappant de cette mentalité se trouve dans le célèbre dialogue de Mélos, relaté par Thucydide pendant la guerre du Péloponnèse. À cette époque, Athènes, à son apogée, exigeait que la petite île de Mélos se soumette à son autorité,
sous prétexte qu'elle était militairement plus faible. La justification donnée par les Athéniens était d'une clarté brutale. Les forts font ce qu'ils peuvent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Pour Nietzsche, cette déclaration incarne l'essence de la pensée des Grecs présocratiques. Un rapport au pouvoir assumé et décomplexé, où la force et la domination ne nécessitent aucune légitimation philosophique ou morale. Mélos, en revanche, tente de résister en s'appuyant sur des arguments moraux. Ses habitants invoquent la justice, l'équité et même une possible intervention divine. Mais la réponse athénienne est sans appel. La justice, telle que vous l'entendez, ne s'applique qu'entre ceux qui ont une puissance équivalente. Ce n'est pas nous qui avons créé cette règle, elle existait avant nous et continuera après nous. Vous et n'importe qui d'autre, si vous aviez notre pouvoir, agiriez exactement de la même manière. Ce dialogue est un témoignage édifiant de la mentalité grecque avant l'influence de Socrate. Les Athéniens n'avaient pas besoin de justifier leurs actions. Ils n'avaient pas à prouver leur bon droit. Pour eux, le pouvoir était une raison suffisante. S'ils pouvaient conquérir Mélos, alors cela signifiait qu'ils en avaient le droit. Mais sommes-nous prêts, aujourd'hui, à accepter les implications de cette logique? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient notre conception du bien et du mal? Nietzsche a exploré cette question en profondeur, mais pas en suivant le chemin traditionnel. Au lieu de prendre ces notions comme des vérités absolues, il a cherché à en comprendre l'origine, à analyser pourquoi certaines cultures adoptent certains systèmes de valeurs, tandis que d'autres les rejettent. Son enquête l'a conduit à identifier deux types fondamentaux de moralité, qui ont traversé les époques et structuré les civilisations. La morale des seigneurs, la morale des ressentis ou des esclaves. Dans Par-delà le bien et le mal, il écrit « Au fil de mes voyages à travers les différentes morales raffinées ou primitives qui ont dominé la Terre, j'ai découvert des motifs récurrents qui m'ont amené à distinguer deux types fondamentaux de moralité. » Mais que sont ces deux conceptions opposées? La morale des seigneurs, selon Nietzsche, est celle des Grecs avant Socrate. C'est une morale de force, de confiance, de vitalité, propre aux hommes qui exercent leur pouvoir sans se justifier. Pour eux, le bien est tout ce qui est fort, affirmatif et créatif, tandis que le mal n'est rien d'autre que ce qui est faible, passif ou incapable d'agir. En opposition, la morale des ressentis émerge comme une réaction à la domination des seigneurs. Elle naît chez ceux qui, ne pouvant pas imposer leur propre puissance, renversent les valeurs dominantes pour sanctifier leur propre faiblesse. Ainsi, ce qui était autrefois un signe de force devient de l'arrogance, ce qui était de la fierté devient un péché, et ce qui était affirmation de soi devient égoïsme. Mais au lieu de créer de nouveaux idéaux, cette morale des ressentis se définit uniquement en opposition à ce qu'elle déteste. Elle ne construit rien, elle se contente de nier. Selon Nietzsche, Socrate marque le début de la morale des ressentis. Bien qu'il n'en soit pas l'unique responsable, il en est le symptôme, le reflet d'une décadence déjà en marche. Cette morale du ressentiment, initiée par Socrate, trouve son aboutissement extrême dans le christianisme, qui en fait son principe fondamental. Le christianisme sacralise la faiblesse, glorifie la soumission et transforme le sacrifice et l'humilité en vertu suprême. Même après l'affaiblissement de la morale chrétienne, cet héritage s'est poursuivi, infiltrant les idéologies politiques modernes et le rationalisme scientifique. Aujourd'hui encore, nous vivons sous l'influence de cette mentalité du ressentiment. Nous nous accrochons aux justifications scientifiques comme à des dogmes, au point d'en perdre toute spontanéité. Nietzsche aurait vu dans cette obsession une tyrannie de la raison, étranglant les instincts et l'intuition. Un exemple frappant de cette logique nous est donné par un personnage contemporain, Sheldon Cooper, de la série The Big Bang Theory.
Sheldon, plongé dans un monde de théories et de démonstrations, est incapable de se connecter aux émotions humaines. Pour lui, tout doit être mesuré, prouvé, justifié par la science. Mais cette obsession l'isole du réel, le transforme en machine à données, incapable de vivre pleinement l'expérience humaine. Nietzsche aurait vu dans cette attitude une manifestation extrême du rationalisme socratique, devenu un obstacle à la vie elle-même. Comme nous l'avons vu, la morale des ressentis ne s'est pas arrêtée avec Socrate ou avec le christianisme. Elle continue d'agir aujourd'hui dans nos décisions, nos valeurs et nos interactions sociales quotidiennes. Mais comment se manifeste-t-elle concrètement? Prenons un exemple simple, le succès des autres. Avez-vous déjà remarqué qu'au lieu d'inspirer, la réussite d'une personne provoque souvent des réactions de mépris ou de suspicion? Un collègue publie un livre, décroche un poste prestigieux, réussit un concours, et au lieu de l'admirer ou d'apprendre de son parcours, beaucoup cherchent immédiatement des excuses pour minimiser son mérite. Il a eu des contacts. C'est juste de la chance. Il a triché d'une manière ou d'une autre. Ce réflexe de rabaisser le succès d'autrui est un pur produit de la morale du ressentiment. Au lieu d'affirmer sa propre vie, au lieu de prendre l'exemple de l'autre comme un moteur pour progresser, l'individu animé par le ressentiment cherche à détruire, à réduire, à critiquer. Cette mentalité ne vise pas à créer, mais à réagir. Et cette posture, qui semble si anodine dans notre quotidien, est en réalité une force puissante qui façonne la société entière. Nous la retrouvons dans la culture du blâme, dans les réactions impulsives de rejet, dans l'incapacité à reconnaître la grandeur chez autrui sans y voir une menace. Mais que se passerait-il si, au lieu de chercher à démolir ce que nous n'avons pas, nous mettions cette énergie au service de la création? C'est précisément l'invitation de Nietzsche: abandonner le cycle du ressentiment et renouer avec la force et la confiance de la morale des seigneurs. Contrairement à la morale du ressentiment, qui est réactive, qui ne fait que s'opposer, critiquer et se plaindre, la morale des seigneurs est fondée sur l'action pure, sur la création spontanée. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle n'a pas besoin d'excuses, ni d'une légitimité extérieure pour exister. Elle ne perd pas son énergie à combattre des ennemis imaginaires ou à répondre aux attentes des autres. Elle crée, elle avance, elle vit. Dans cette perspective, l'existence ne devient plus un terrain d'opposition ou de justification, mais un espace de liberté et d'affirmation. L'énergie vitale n'est plus gaspillée à chercher des raisons d'agir. Elle est directement canalisée vers l'action, sans hésitation ni crainte du jugement. Maintenant, posez-vous sincèrement la question. Si vous n'aviez plus de limites imposées par l'argent, par le statut social ou par le regard des autres, que feriez-vous? Quel projet, quel rêve, quel désir verrait enfin le jour? La grande interrogation de Nietzsche n'est pas de savoir ce que la société attend de vous, mais bien ce que votre essence véritable veut réellement accomplir. Si ce sujet vous intrigue, je vous recommande de lire le chapitre Le problème de Socrate dans le crépuscule des idoles. Et avant de partir, pensez à soutenir cette réflexion en partageant ce contenu. Un simple geste pour vous, mais un immense encouragement pour poursuivre ce travail. À bientôt pour d'autres explorations philosophiques.